Le personnage central, mon temps, ça c'est vraiment très important, c'est là-dessus que j'ai fait mon mémoire, et mine de rien, on travaille généralement sur ce qui nous obsède un peu. Le personnage central de mon œuvre étant une métamorphe, la question de la métamorphose ne cessera de se manifester dans mon exposé. Je m'intéresserai au personnage de Nimona en analysant sa relation avec son mentor et en insistant toujours sur le contexte dans lequel apparaissent ces deux personnages. Je finirai en expliquant comment le récit de formation se transforme presque naturellement en récit apocalyptique. L'œuvre étant tout de même assez ouverte, surtout à mesure que le récit se développe, je tiens à préciser qu'il s'agit de ma lecture, mais que d'autres seraient possibles et tout à fait valables. Le monde dans lequel Nimona évolue est une sorte de médiéval futuriste. Pour ceux qui connaissent un peu la série Final Fantasy, ça peut ressembler un peu à ça, énormément influencé par la culture pop. On retrouve le recyclage d'éléments, d'archétypes, de structures essentiellement connues, sans nécessairement les emprunter à un corpus ou même un genre spécifique. L'adresse de l'auteur est d'arriver à coordonner une multitude d'éléments disparates tout en les retravaillant dans le cadre de son récit. Par exemple, la métaphore animale est un topos bien présent dans la littérature jeunesse contemporaine, qu'on pense aux protagonistes d'Animorph, aux démons de la Croisée des mondes, aux animagi d'Harry Potter. Si la métaphore de la transformation à l'adolescence et l'ancrage identitaire à l'âge adulte est souvent simple, voire éculée, le pouvoir de métamorphose va permettre ici de complexifier en entier l'univers narratif. Tous les éléments sont présents pour donner une œuvre convenue lorsqu'on lit la quatrième de couverture. En effet, celle-ci annonce trahison, dragon, savant fou, chevalier et rivalité, avec des couleurs vives, pastel, qui normalement m'effraieraient beaucoup. Cela dit, on m'avait parlé de cette œuvre dans un colloque sur Scott Pilgrim, qui est à mon avis une des œuvres qui représente le mieux notre génération et qui a, disons, des enjeux d'imaginaire, de frontières du réel et d'intellectualité vraiment très puissante. Donc, je regarde un peu plus l'œuvre, et l'auteur Stevenson prouve son habileté assez rapidement par la suite de subversion qu'elle opère chirurgicalement. Les personnages adultes, qu'ils soient héros ou vilains, sont pris dans une dynamique puérile que vient bouleverser la protagoniste, pleine d'énergie bouillonnante. Le visuel permet d'ailleurs de bien illustrer ce rythme effervescent et ce refus de se conformer aux règles qui balisent la conduite des autres personnages sur un échiquier répétitif et redondant. Nimona semble toujours en mouvement, se déplaçant en se transformant, refusant d'être casée d'aucune façon. Si d'emblée, elle veut rejoindre le vilain Lord Ballister Blackheart dans sa vendetta contre le chevalier Sir Ambrosius Gondolwyn et l'Institut, la puissance qu'elle peut déployer terrifie progressivement son enseignant ainsi que leurs adversaires récurrents. Ceci nous amène à parler d'un autre topos, soit la relation entre le maître et la jeune fille, relation quand même très présente, par exemple dans les films Kill Bill, Hunger Games, Divergence, Star Wars épisode 7, La Matrice, la série TV Buffy contre les vampires. Cela vient bien sûr du fait que la majorité des personnages dans les œuvres sont des hommes, comme le révèle le fameux test de Bechdel. Cela peut aussi venir du fait que le modèle genré, l'homme est davantage associé à la connaissance, au savoir, à la science et peut-être surtout à l'autorité. Si la relation entre maître et élève peut d'abord paraître genrée dans cette bande dessinée, elle se révèle peu à peu tellement complexe et par moments conflictuelle qu'elle y échappe en rappelant davantage la relation qui unit le chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi et son padawan Anakin Skywalker, qui va devenir Darth Vader, j'espère que ça tout le monde le sait, et aussi le couple Walter White et Jesse Pinkman dans Breaking Bad. La relation ne peut en effet être que chaotique quand on regarde le duo opposé que constitue le vilain scientifique, stoïque, expérimenté, mature, stratégique, et son assistance qui est rapide, émotive, davantage tactique, préférant la nouveauté et possédant une puissance magique démesurée. À titre d'exemple, Nimona s'amuse du choix de son chef lorsque ce dernier va décider d'utiliser les pommes empoisonnées, qu'elle considère alors comme un méchant old school. Nimona lui demande d'ailleurs si son miroir ne lui a pas dit qu'il n'était pas le plus beau. Si au début, leur opposition donne lieu à des moments très amusants à lire, par contre, les tensions deviennent progressivement beaucoup plus dramatiques. Aussi, si le conflit est la première réaction visible entre Ballister et Nimona, une relation d'osmose les unit également. Chacun permet à l'autre d'apprendre beaucoup sur lui-même à travers l'exercice d'enseignement. Et si j'ai beaucoup insisté sur leurs différences, qui sont nombreuses, les deux anti-héros sont des personnages incompris dont les rêves semblent avoir été anéantis
et qu'on considère comme monstres ou méchants, sans davantage s'être intéressé à discerner leur véritable nature, infiniment plus complexe, car en continuelle évolution. Cette question de miroitement dans l'enseignement me rappelle le film The Boy and the Beast, sorti l'année passée, vraiment un excellent film, et notamment le passage où l'empereur s'interroge à savoir lequel, entre le professeur et l'élève, est le vrai maître. Le film est très intéressant étant donné la place qu'il donne à la transmission dans son intrigue. Un jeune homme rentre dans un monde parallèle constitué d'animaux, dans lequel un ours, qui est un redoutable combattant mais qui n'a aucune discipline ni pédagogie, va pourtant décider de le prendre comme disciple et de lui enseigner à se battre. On retrouve d'ailleurs aussi le même tempérament colérique chez le garçon, ce qui fait par moments des effets de miroitement. On va recommander à l'ours de se rappeler comment lui-même était à l'âge de son élève et l'attente qu'il pouvait nourrir envers les autres. L'empereur lui indique que c'est en montrant l'exemple que le maître encourage les disciples. Cette autre citation, toujours adressée à l'ours, s'applique parfaitement au personnage de Nimona. Il est devenu très fort sans l'aide de personne. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. Avant de continuer à analyser la relation unissant Nimona et Balister, je vais maintenant vous prendre un petit instant pour vous présenter les personnages centraux au nombre de 4, même s'il existe aussi une communauté assez importante dans l'œuvre et que celle-ci ne se résume jamais à des personnages tiers. Donc nous avons d'abord Lord Balister Blackheart, vilain du royaume, ancien apprenti chevalier, prédestiné à devenir un héros du royaume, mais qui a perdu son bras lors d'un duel contre Ambrosius à cause d'une tricherie de la part de ce dernier. Il concocte des plans comme kidnapper et cloner la princesse, mais se refuse obstinément à tuer. Si au début, il évoque la figure du savant fou, au fur et à mesure que l'intrigue se développe, c'est davantage la figure de Robin des Bois qui vient en tête. Celle-ci avec davantage d'humilité, cela dit. Ensuite, Sir Ambrosius Goldolwyn, héros du royaume, ennemi juré de Balister, secrètement amoureux de ce dernier, manipulé par la directrice et assez lâche et malheureux au final. Puis nous avons la directrice de l'Institut, et s'est arrangée pour qu'Ambrosius devienne le héros du royaume et Balister son vilain. Elle tente de manipuler tout le monde afin de garder le contrôle et de pourvoir à la sécurité du royaume. Tout aussi paradoxalement, elle conserve une grande quantité de la chine de jade, substance hautement toxique. Finalement, l'adolescente Nimona incarne la nouveauté dans un monde qui en a bien besoin. Elle possède un esprit de défi, d'action, et la malléabilité de ses pouvoirs lui permet d'être constamment en mouvement. C'est quand même très intéressant au niveau mise en page. On a l'impression que c'est les cases qui suivent le personnage et non l'inverse. Ce qui est vraiment très intéressant, elle passe vraiment d'un à l'autre. Des fois, elle passe par-dessus, par exemple, ici la bordure. Donc, c'est tous des trucs très intéressants à analyser et c'est vraiment fait maintes fois. Des fois, elle sort même du champ complètement parce qu'elle se déplace trop vite. Le récit commence d'ailleurs quand elle propose à Balister de devenir son sidekick. Évidemment, les sidekicks sont une figure très présente dans la culture populaire. On pense généralement aux récits de super-héros, Robin notamment, mais on les retrouve aussi beaucoup dans la tradition du roman policier, dans les Agatha Christie, avec Sherlock Holmes. Ils accompagnent le héros et le vilain d'une œuvre et servent normalement de faire valoir. Évidemment, ici, ce n'est pas le cas. Au début, Balister n'est pas vraiment intéressé à prendre la jeune fille sous son aile. Lorsqu'il lui dit qu'il ne veut pas d'une gamine collée à lui toute la journée, elle lui répond qu'elle n'est pas une gamine, mais un requin. Qu'elle puisse ainsi se transformer en n'importe quelle créature intéresse immédiatement Balister, qui a été aussi surpris que le lecteur. La métamorphose du requin devient sa signature, car, exception faite du running gag qui va se développer dans l'œuvre, c'est vraiment pas une forme très pratique. Par la suite, on présente l'élaboration d'un plan par Balister sur l'image de gauche et sa révision sur l'image de droite en rouge par Nimona. Ce second plan, s'il est en effet beaucoup plus efficace que celui de Balister, est aussi terriblement violent. Le vilain refuse arrogant qui suit des règles, notamment celle de ne tuer personne. Lors de leur première mission commune, Balister et Nimona s'introduisent dans une base de l'Institut. Lorsque survient Ambrosius, qui s'exclame théâtralement « Halte, vilain !», son rival lui répond « Goldolwyn, j'aurais dû me douter que tu serais là. » Nimona se demande alors « Vous êtes encore surpris après tout ce temps ?» Ce à quoi Balister rétorque simplement « Chut !» En tant que lecteur, on commence aussi déjà à questionner le sérieux de l'opposition entre le vilain et le héros de l'histoire. Il rappelle davantage des camarades de classe que des ennemis jurés qui voudraient se tuer et qui semblent complètement dépassés par les transformations successives de Nimona.
Celle-ci est en effet très à l'aise dans les cases. La mise en page se dynamise d'ailleurs fréquemment pour suivre la fluidité de ses mouvements. Nimona tue 2 gardes et poursuit le dernier qui s'est enfui devant ses pouvoirs. Tandis que Ballister et Ambrosius s'affrontent, l'alarme d'autodestruction du bâtiment est déclenchée, résonne dans la pièce et les 2 adversaires sont obligés de fuir juste avant l'explosion. Lorsque Ballister reproche à la directrice de l'Institut, sur l'image complètement à droite, d'avoir fait exploser la base, tuant ainsi un enfant et d'être un monstre, cette dernière lui répond qu'elle n'est pas un monstre, mais un requin. Cette séquence montre autant l'habileté de Nimona à se mettre en scène qu'à surprendre son maître et vraisemblablement la majorité de ses lecteurs. Elle se métamorphose par la suite également en Ballister lui-même sur l'image de droite, caricaturant sa rationalité et s'amusant du fait qu'il soit si facile à embêter, selon ses mots. Mais sinon, de façon générale, les 2 personnages arrivent à assez bien collaborer dès que Nimona respecte le souhait de Ballister de ne tuer personne. Ballister reste néanmoins quelque peu paternaliste et s'inquiète peu à peu des pouvoirs que possède son élève. Tandis que Ballister se rend compte des avantages stratégiques du pouvoir de Nimona et que celle-ci agit comme véritable catalyseur dans la vie de ce dernier, va survenir un événement qui va déstabiliser la métamorphe. En se rendant à une foire de science pour remonter le moral à Ballister, le vilain déguisé discute avec un scientifique. L'invention de ce dernier, un détecteur d'énergie bizarroïde, s'active alors et bloque temporairement le pouvoir de Nimona. Celle-ci entre dans une colère paniquée devant la perte de son pouvoir, presque infini, dont ne peut, pour le moment, encore deviner l'étendue. Parallèlement à cela, l'Institut tend un piège aux 2 hors-la-loi. Ambrosius et plusieurs gardes, tous équipés d'armures plus résistantes et d'armes plus puissantes, coincent Ballister pour faire venir Nimona. Dans leur affrontement, Ballister va tuer un des gardes et ordonne à sa protégée de fuir. Un garde parvient alors à couper la tête d'une des transformations et Ballister est mis KO. À ce moment, Nimona prend une nouvelle forme, jusqu'alors inédite, plus terrible et gigantesque, et anéantit tous les gardes, laissant pour seul survivant Ambrosius. Ballister commence alors à craindre Nimona. Il apprend également qu'elle lui a menti au sujet de son origin story. Il commet l'erreur de la juger pour ce qu'elle pourrait faire et non ce qu'elle a fait jusqu'alors. Sur l'image complètement à droite, on voit qu'il fait un geste vers son épée qui montre à Nimona qu'il n'a plus totalement foi en elle, même si Ballister tente par la suite d'atténuer son intention. Nimona s'en va, irrité du manque de confiance de son maître. Alors que lui-même est au sommet de sa gloire, comme vilain en croisade contre le royaume, Ballister est seul, doute de son rôle et refuse que d'autres personnes meurent à cause de lui. Ce dernier entreprend une action qui équivaut à se livrer aux autorités. L'Institut se sert à nouveau de lui comme appât afin de faire venir Nimona en annonçant son exécution prochaine. Les 4 personnages principaux sont ainsi réunis. La directrice de l'Institut montre à ses 2 anciens élèves qu'elle tient l'anomalie, celle par qui tout le récit ne cesse d'évoluer, bien enfermé. D'ailleurs, à ce point, les bouleversements vont atteindre un point de non-retour. S'il y a en effet une chose que nous a appris Nimona, c'est qu'aucune case ne peut la retenir. Au contraire, elle passe de l'une à l'autre avec une facilité déconcertante. Et la directrice l'a mise en colère en lui rappelant son éprouvant passé et en torturant son unique ami, Ballister. Nimona libère alors toute sa fureur qui reflète le poids des injustices qu'elle a vécues. À la fin du film de Boy and the Beast, dont je vais parler plus tôt, le roman Moby Dick est très présent et on dit que la baleine est le miroir qui renvoie au capitaine son reflet. Nimona, elle, semble être le miroir qui renvoie à la directrice de l'Institut sa propre férocité à vouloir tout contrôler son univers diégétique. Plus largement, ce personnage semble évoquer tout le contrôle de l'industrie sur les représentations plus classiques dans la culture populaire. Par exemple, l'hétéronormativité, la tendance personnage blanc, masculin, dont on a déjà beaucoup parlé. Dans cette logique, Nimona est le personnage qui vient tout faire imploser. Le royaume se fonde sur un imaginaire conservateur de la culture et c'est ce royaume que l'héroïne ingouvernable va complètement démolir. Ce qui m'amène assez naturellement à vous parler de la structure de l'œuvre
Si le récit semble d'abord être un énième récit de formation classique, comme peuvent l'être beaucoup de récits fantastiques destinés aux enfants, adolescents et adultes, Lord of the Rings, Harry Potter, Dragon Ball, où Nimona apprendrait à être une gentille fille moins meurtrière, c'est davantage Ballister et Ambrosius qui sont concernés par la dimension formatrice. Nimona pourrait d'emblée être un super-god dans le sens super-héroïque du terme. C'est Ballister et Ambrosius qui ont à se réconcilier, à cheminer. Quand Ambrosius s'excuse au moment où Ballister est enfin capturé, ce dernier lui indique que c'est la première fois qu'il lui présente ses excuses. Ambrosius fond alors en larmes, car il est trop tard, semble-t-il. C'est Nimona qui leur apprendra qu'il n'est jamais trop tard pour constater la force de certaines relations. Effectivement, même quand Nimona sera devenue une bête surpuissante, divine, dissociée de sa personnalité humaine et exprimant seulement la révolte envers son royaume, son ancien mentor tente, au péril de sa vie et contre l'opinion de tous, de la sauver, même après que cette dernière ait tenté de le tuer. Il pardonne aussi à Ambrosius, avec lequel il vit à la fin du récit. Les transgressions de la sidekick de Ballister dévoilent peu à peu les zones d'ombre des différents personnages en même temps que ne se révèlent les siennes. Avant son arrivée, Ballister se bat à répétition contre Ambrosius, représentant de l'Institut. Le combat entre les deux adversaires est étonnamment codifié et évoque le récit classique de super-héros. Ballister tente quelques machinations savamment ourdies contre l'Institut, à la manière du Joker par exemple. Ambrosius et ses sbires interviennent héroïquement contre l'attaque, le vilain se retrouve en prison, où il peut à nouveau s'échapper. Les deux adversaires peuvent ainsi s'affronter ad vitam aeternam selon des règles établies. Le temps de leur affrontement est bien sûr cyclique, et malgré la puissance des combattants, rien ne change vraiment en profondeur. Avec l'arrivée de Nimona, la transformation de l'univers les place face à leurs limites. Tout semble d'ailleurs s'enchaîner beaucoup trop rapidement, surtout une fois que le décor est mis en place. Les pouvoirs de Nimona permettent au plan de Ballister de se concrétiser, mais cela le place devant l'imaginaire de la fin, qui était jusqu'alors un rêve. La fin de l'emprise de l'Institut sur le royaume, la fin d'un roi qui semble être une vraie marionnette. Mais remplacé par qui ou quoi? Si Ballister a toujours voulu ébranler l'édifice social, il n'a jamais envisagé un seul instant de gouverner. Idée que propose naturellement Nimona et qui le plonge dans un silence perplexe. Autre interrogation, pourquoi la surpuissante Nimona, qui pourrait être pratiquement être un dieu vivant, se place-t-elle dans cette position de sidekick? Évidemment, on peut supposer qu'elle veut en partie aider son mentor, et je crois que ce n'est pas une mauvaise hypothèse, c'est moi qui la formule, mais ça relève davantage de la conséquence que de la cause. Nimona choisit de devenir ce qu'elle n'a jamais eu la chance d'être, une enfant et un personnage secondaire. C'est aussi, pour elle, une manière de pouvoir être jugée par quelqu'un sans a priori. Si le premier origin story de Nimona est un mensonge avec des clichés tels les brigands, les dragons, la sorcière, cela montre la crainte qu'elle éprouve à se dévoiler. Lors d'une de ses colères holkiennes, elle dit à Ballister qu'il n'est pas le premier à vouloir l'aider. En effet, un vrai flashback, alors qu'elle est inconsciente, nous apprend qu'elle a déjà été victime d'expérimentations scientifiques qui peuvent rappeler la série TV Stranger Things, qui est sortie l'année passée. Il s'agit vraisemblablement de la pire forme de transmission qu'on puisse imaginer entre un adulte et un enfant, métaphore de l'endoctrinement, réalisée au nom de la science et de la sécurité nationale. La directrice ne sait pas ce qu'elle va réveiller en tentant de s'emparer de cette pièce majeure sur l'échiquier. Comme Nimona le souligne sur cette image, « Vous cherchiez un monstre, je suis là ». Le récit se transforme définitivement en récit apocalyptique où Nimona, transformée en bête immense, détruit tout sur son passage. Pour l'arrêter, Ballister va confier le dispositif scientifique découvert à la foire qui bloque son pouvoir à Ambrosius pendant qu'il tente de retrouver la partie humaine de Nimona. Celle-ci est toute petite et demeure pleine de compassion. Ce sont ces deux parties qui constituent Nimona, autant une part puissante, révoltée, ingouvernable, constamment en mouvement, qu'une autre part sympathique, pleine de compassion, de générosité. Étant donné que le dispositif scientifique a été activé par Ambrosius, qui combat la bête, les deux parts ne parviennent pas à refusionner. À la toute fin, Ballister est obligé de tuer la partie sans compromis de Nimona, tandis que la partie humaine semble périr dans l'explosion du complexe, contenant toutes les recherches illégales de l'Institut. Le récit semble dès lors achevé. Ballister est au chevet d'Ambrosius. Une docteure entre et affirme qu'il n'est pas impossible qu'Ambrosius ne se réveille jamais.
Elle précise que le monstre l'a lui aussi gravement blessé et qu'il devrait se reposer. Ballister la prie alors de ne pas employer ce mot, elle n'était pas un monstre. Tandis qu'il discute avec le scientifique, la docteure entre de nouveau et lui fait exactement les mêmes remarques. Tandis que Ballister s'en étonne, elle demande qui a bien pu remplir le formulaire sur lequel est dessiné un immense requin. En courant, l'ancien vilain parvient à entreapercevoir une dernière fois son ancien sidekick qui le salue avant de continuer son chemin. Si les origines de Nimona semblent troubles, c'est avant tout parce qu'il s'agit d'un personnage aux facettes multiples qui, en se transformant, ne cesse de métamorphoser le récit. Elle aurait pu devenir ce qu'elle veut, et la relation qu'elle choisit de bâtir avec Ballister est la seule chose de vraiment authentique dans le récit, avant l'amour final entre les deux anciens chevaliers. Évidemment, la relation entre ce vilain tantillon, qui se rapproche par moments dangereusement de la figure du savant fou, et cette sidekick adolescente surpuissante, ancienne victime de respectables scientifiques, est parfois problématique et souvent aussi amusante. C'est à travers cette progression que sont exposées plusieurs thématiques contemporaines comme la femme ingouvernable, l'homosexualité des héros, la faillibilité des protagonistes, le contrôle de l'information, la transmission du savoir et, évidemment, l'apprentissage entre maître et élève. Je vous remercie.